Philippe, tu es coach en reconversion professionnelle. Peux-tu nous dire quelles sont les 5 questions à se poser pour bien choisir son métier? Alors, pour bien choisir son métier, la première question finalement à se poser, qui est un peu l'aboutissement d'un processus, mais la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui te fait rêver? Et là, on va regarder ça en termes assez pratiques, c'est-à-dire dans quel environnement tu te situerais d'un métier qui te fait rêver, d'une vie qui te ferait rêver, hein. Dans quel environnement, ça serait où? Ça serait à la mer, ça serait à la montagne, ça serait dans la ville où tu es aujourd'hui, ça serait dans une autre ville. Avec qui tu serais? Ce serait qui les gens avec qui tu travaillerais quotidiennement? Quelles activités tu ferais au quotidien? Quelles compétences, quelles capacités nécessiteraient ces activités? Finalement, à quelle valeur répondraient ces activités? Qui tu serais si tu faisais le métier que tu aimerais faire? Quelle mission tu remplirais? Qu'est-ce que tu apporterais au monde en fait, hein? Et quel sens ça aurait pour toi dans ta vie? Voilà, ça c'est le but ultime, c'est de construire finalement un rêve d'une vie professionnelle idéale à partir de laquelle on va pouvoir construire la réalité parce que les rêves, ça se construit. Alors du coup, quelle serait la deuxième question à se poser? Alors, la deuxième question à se poser pour être bien dans sa vie professionnelle, c'est de trouver un métier ou une activité qui corresponde à la structure de personnalité que tu es. Alors moi j'utilise un modèle qui s'appelle Process Communication Management, qui est un modèle qui a été mis au point dans les années 70 par un analyste transactionnel en collaboration avec la NASA, donc c'est un modèle qui a vraiment fait ses preuves. Et ce modèle décrit la construction de notre personnalité en 6 étages. Nous avons tous ces 6 étages, simplement, ils sont plus ou moins développés et nous vivons finalement la plupart du temps dans les étages du rez-de-chaussée et du premier étage, qui sont les étages que l'on a le plus développés, et parfois dans des étages au-dessus. Peu importe les détails, ça, on pourrait faire 1 heure de vidéo là-dessus, mais ce qui est important de retenir, c'est que les perceptions du monde et les besoins psychologiques de ces 6 étages sont différents. Ces 6 étages ont un nom, par exemple l'étage orange s'appelle l'étage empathique, l'étage jaune s'appelait l'étage rebelle et maintenant on l'appelle l'étage ambianceur, l'étage rouge s'appelle l'étage promoteur, etc. Peu importe les noms des étages, je préfère retenir les couleurs. Et à chacune de ces couleurs correspond une perception du monde. Par exemple, la couleur orange, donc qui est l'empathie que j'ai déjà citée, perçoit le monde par les émotions. La couleur bleue perçoit le monde par la pensée, c'est-à-dire la pensée analytique, c'est-à-dire que les gens qui ont une dominante de couleur bleue vont s'attacher beaucoup à comprendre les choses, à les structurer, à les analyser, par rapport au orange dont je viens de parler, qui vont plutôt être dans le ressenti, dans les émotions. La couleur violette perçoit le monde par la pensée aussi, mais la pensée qui est celle de l'avis et des opinions. C'est-à-dire, ça va être des gens qui vont avoir toujours besoin de donner leur avis ou que leur avis soit entendu. Pour eux, le monde se perçoit par les opinions et les valeurs. La couleur marron perçoit le monde par son imagination. Ce sont des gens qui ont une imagination très riche et qui ont une vie intérieure extrêmement riche, et donc qui vont avoir aussi besoin de calme et de retrait pour laisser se développer leur imagination. La couleur rouge perçoit le monde par l'action, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont d'abord se mettre en action et pendant qu'ils sont en action, ils vont pouvoir commencer à développer leurs pensées. On dit souvent il faut réfléchir avant d'agir. Ben non, eux ils ont besoin d'agir pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'ils agissent avant de réfléchir, hein. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'agir pour réfléchir, parce qu'ils vont faire des expériences, ils vont voir si ça marche, et si ça marche, ils vont continuer. C'est un petit peu pareil pour la couleur jaune, ceux qu'on appelait les rebelles. Eux, ils vont être beaucoup en mode de réaction, c'est-à-dire que les choses vont se passer, ils vont rester assez calmes et tranquilles tant qu'il ne se passe rien autour d'eux, et dès qu'il se passe quelque chose, alors là, ils vont se mettre en action. Je viens de décrire au fond la perception du monde de chacune de ces étages de personnalité. Je peux les redire rapidement, hein. Les émotions, la pensée, les opinions, l'imagination, l'action,
la réaction, voilà, ça c'est les 6 modes finalement de perception du monde. Et à chacune de ces perceptions du monde va correspondre un besoin. Et là, on voit bien déjà dans ce que je viens d'énoncer que quelqu'un qui perçoit le monde par les émotions ne va pas avoir le même besoin que quelqu'un qui perçoit le monde par la pensée ou les opinions. Hein. Et donc, les différents besoins de ces différents étages, pour les oranges, ça va être une quête, parce qu'on peut même parler au-delà de besoins, vraiment d'une quête permanente. Pour les gens qui sont d'un profil plutôt orange, la quête, ça va être une quête d'harmonie. Pour les gens qui sont de couleur rouge, la quête, c'est une quête de challenge. Ceux qui perçoivent le monde par l'action, leur quête, ça va être une quête de challenge, une quête de défi. Ils vont avoir besoin chaque jour d'un nouveau défi à relever. Pour ceux qui sont jaunes, la quête, ça va être une quête de liberté. Parce que pour pouvoir exprimer leur créativité, leur réactivité, leur créativité, ils ont besoin d'être libres de leurs mouvements. Si on les contrôle tout le temps, ils vont s'étioler, ils vont être malheureux, ils vont être, voire déprimés. Pour ceux qui perçoivent le monde par leur imagination, eux, ils vont avoir besoin de calme pour laisser parler leur imagination. C'est des gens qui vont être très à l'aise, par exemple, dans un atelier tout seul ou dans un laboratoire de recherche pendant des jours et des jours, ou devant un écran d'ordinateur à faire du code, ça leur va parfaitement. Parce qu'ils peuvent comme ça, dans la tranquillité de leur poste de travail, laisser libre cours à leur imagination. Pour ceux qui sont bleus et qui sont en quête de cohérence, qui perçoivent le monde par la pensée, eux sont en quête de cohérence, de logique. Et eux, si on les met par exemple dans un environnement un peu désordonné, un peu créatif, avec de la musique, ça ne va pas leur aller du tout parce qu'ils ont besoin que les choses soient rangées, claires, organisées. Et puis enfin, ceux qui perçoivent le monde par leur opinion, leur avis, bien eux, ils vont être en quête de sens, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin en permanence de comprendre pourquoi ils font les choses, alors que les autres les font pour d'autres raisons. Eux, c'est vraiment le pourquoi qui va primer. Et donc on voit bien que, par exemple, quelqu'un qui serait aujourd'hui dans un poste d'accompagnement de personnes, par exemple, j'ai accompagné une jeune femme qui était assistante sociale et qui vraiment trouve énormément de sens, c'est une violette, et orange. Elle a la combinaison de ces deux couleurs et elle est assistante sociale et elle trouve énormément de sens pour tout un tas de raisons dans sa vie sur lesquelles je ne reviendrai pas. D'abord parce que c'est confidentiel et puis ensuite parce que peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Elle trouve énormément de sens à ce travail. Pour autant, l'organisation dans laquelle elle est, qui est donc la fonction publique, rajoute tellement d'éléments de contrôle sur ce qu'elle fait qu'elle se retrouve dans un monde qui n'est plus le monde orange dont elle a rêvé, mais qui est devenu un monde bleu, c'est-à-dire un monde très organisé, très structuré, qui demande beaucoup de reporting, qui contrôle le temps, etc. Et donc elle est en frottement entre ce que lui demande son organisation et le sens et le pourquoi elle fait ce travail. Et ce qui s'est passé pour elle dans l'accompagnement, c'est qu'elle est arrivée en ayant conscience qu'elle n'en pouvait plus de ce monde-là, mais pour autant que c'était vraiment, finalement, il n'y a pas d'autre issue pour elle. Il faut qu'elle trouve une autre activité ou une autre façon de faire son activité dans un travail où elle va pouvoir trouver l'harmonie, le lien qui donne du sens à sa vie, puisque je le rappelle, elle est orange et violette, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'harmonie et elle a besoin de sens, mais la structure dans laquelle elle est l'empêche de s'épanouir. Donc vraiment, sa quête, elle, va continuer à être à cet endroit-là. Finalement, elle n'était pas aussi mauvais endroit. C'est le contexte qui a changé autour d'elle, qui fait que ce qu'on lui demande aujourd'hui ne lui convient plus, et que finalement, si on suivait la logique du système, eh bien, après un certain nombre d'années d'ancienneté, elle passerait à l'étage au-dessus, c'est-à-dire qu'elle ferait encore moins d'orange et encore plus de bleu. Donc la solution de monter dans la hiérarchie, par exemple, pour elle, n'est pas une bonne solution.
Au contraire, il faut qu'elle redescende le plus près du terrain, le plus près des gens, parce que c'est vraiment ça qui donne du sens à sa vie. Voilà, j'espère qu'avec cet exemple, ça clarifie un petit peu la notion de être en harmonie finalement, hein, entre ce dont on a besoin et le travail qu'on me propose. Alors, quelle serait la troisième question à se poser? Alors, la troisième question à se poser, c'est la question des centres d'intérêt et des passions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me met naturellement en mouvement? Alors souvent, j'observe que les gens sont assez coupés de ça. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que j'hésite à utiliser le terme de passion, parce que souvent on me renvoie « Ah mais non, mais moi je n'ai pas de passion ». Alors c'est vrai que la vie fait que petit à petit, on s'éloigne de ses passions et qu'on va souvent les retrouver en se reconnectant à ce que l'on était quand on était enfant ou adolescent et qu'on n'avait pas toutes les contraintes que la vie professionnelle ou la vie familiale est venue nous ajouter par la suite. Et donc, en se reconnectant à ça, on se rend compte qu'il y a des choses que l'on faisait très spontanément quand on était petit. Et là, on va partir à la recherche de ça à travers une relecture de parcours de vie, en voyant quels sont les moments émotionnels qui ont été forts, parce que se raccrocher aux émotions est une source importante de compréhension de sa propre vie, parce que nos souvenirs sont souvent beaucoup plus émotionnels que cognitifs, et donc on va faire une relecture de parcours de vie, et à travers les moments hauts et les moments bas, on va voir comment on a développé alors à la fois des compétences relationnelles, des compétences de savoir-être et des compétences tout court d'ailleurs, parce que parfois pour faire certaines choses, il vaut mieux savoir les faire. Et donc à travers ça, on va retrouver finalement qu'est-ce qui nous a mis en joie au moment clé de notre vie. Et ces moments qui nous ont mis en joie vont souvent être un endroit où on était dans ce qu'on sait le mieux faire, dans nos passions, et du coup on va pouvoir renouer avec ça. Et c'est un point important de reconnecter avec ça pour pouvoir construire son projet professionnel et pas laisser ça de côté. Sinon c'est vraiment un risque de perte d'intérêt très rapide. Quelle est donc la quatrième question à se poser? Alors la quatrième question, c'est qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? Alors c'est pas très éloigné des passions en fait, parce que là aussi, à travers la relecture d'un parcours de vie et un questionnement bien particulier, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont récurrentes, c'est-à-dire que des choses dont on n'a même pas conscience, mais qui sont dans une espèce de savoir-faire inconscient qui, face à une situation donnée, va se mettre en route de façon très spontanée, très inconsciente, et qui va constituer quelque chose de répétitif qui peut être une lecture de ce qui donne du sens à notre vie. Et là, souvent, les gens sont très bluffés quand on fait cet exercice qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. En 1 heure, 1 heure et demie, on arrive comme ça à se dire mais ah ouais, mais c'est vrai, mais je fais ça et ça se répète dans ma vie et c'est vrai que je sais faire et je ne me rendais pas compte à quel point c'était à la fois important pour moi et unique parce que finalement c'est la combinaison de tout ce que je suis qui fait que ça se reproduit de façon comme ça récurrente. Et donc cette question du sens, elle a été travaillée par un type qui s'appelle Simon Sinek, qui est assez connu maintenant, qui est un de nos contemporains, il a une petite 50aine d'années à peine, et ce type a écrit un bouquin qui s'appelle Why, hein, pourquoi je fais les choses. Et donc j'ai emprunté ce processus à Simon Sinek que je trouve vraiment très riche et qui est souvent, quand il est marié au profil de personnalité, parce que j'ai déjà, quand je fais ça, travaillé sur le profil de personnalité de la personne, et c'est incroyable comme se relie, du mot relecture, comme se relie le profil de personnalité à travers ce travail sur le sens. Et ce travail sur le sens vient enrichir le travail sur le profil de personnalité. Et du coup, à partir de cette étape-là, on commence à voir, mais ouais, je sais faire ça, j'aime faire ça, non plutôt j'aime faire ça, parce que je sais faire ça, on en parlera après, j'aime faire ça, ça c'est important pour moi, c'est même fondamental dans ma construction psychologique, et tout ça, ça produit quelque chose que je fais naturellement et pour lequel finalement je suis fait. Et c'est mon talent, il est là en fait.
Mon talent, il est dans ce que je sais faire de façon répétitive, comme ça, à partir de ce que je suis et de qui je suis et de ce qui m'intéresse. D'une façon un peu intuitive? D'une façon plus qu'intuitive, ouais, d'une façon Naturelle? presque inconsciente. Et enfin, quelle est la 5e et dernière question à se poser? Alors, la 5e et dernière question, je la garde pour la fin parce que généralement, tout le monde commence par ça. C'est-à-dire, je veux faire un nouveau boulot, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Alors, moi, je sais faire de la comptabilité. Ok, tu es comptable. Bon, donc évidemment, les compétences, c'est très important dans le choix d'un métier. Et d'ailleurs, tout notre système éducatif est construit sur ce modèle-là, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a des entonnoirs qui, à partir de l'école primaire, nous enferment de plus en plus dans ce que l'on peut faire et ce qui va nous permettre de réussir et ce qui va déboucher sur de l'employabilité. Et c'est très bien parce que finalement, c'est un système globalement qui fonctionne, mais ça produit des médecins qui auraient finalement voulu être ingénieurs, ou ça produit des ingénieurs qui regrettent de ne pas être dans la relation d'aide. Et ça fait à 40 ou 50 ans des gens qui ont envie de changer de voie, parce qu'ils se sont trouvés enfermés dans un truc où ce qui a été uniquement mis en valeur, c'est le ratio entre leurs compétences et les revenus qu'ils pouvaient en tirer, sans tenir compte de leur profil de personnalité, de leurs besoins, de leurs talents, si bien qu'il y a un moment où ça explose. Alors, parfois, ça marche très bien jusqu'à la fin de la vie, parce que parfois, ça correspond à leur profil de personnalité, ou parfois, ils s'en sont convaincus et ils s'y sont adaptés. Mais le travail sur les compétences, moi, je le mets en dernier, parce qu'évidemment, tout le monde y pense, donc on n'a pas besoin de le rappeler. Évidemment, on va le faire. Évidemment, on va faire cet inventaire de compétences. Et si, à la fin du fin, quand on va faire le travail sur le rêve dont j'ai parlé au début, s'il manque une compétence, eh bien, on va la travailler, on peut l'acquérir. Alors évidemment, je ne vais pas devenir chirurgien cardiaque à 50 ans si j'ai été mécanicien auto toute ma vie, bien que ce soit des métiers qui se ressemblent. Mais ça va être un peu compliqué. Donc on va aussi avoir un principe de réalité. Et d'ailleurs, tout ce que je propose est toujours rattaché à un principe de réalité. Je trouve que c'est injuste de proposer aux gens un rêve en leur disant « vous allez faire le travail de vos rêves, vous allez faire le travail qui vous passionne ». L'idée, c'est de s'en rapprocher en tenant compte de toutes ces contraintes-là et de tout ce qui fait que les choses nous intéressent, les choses sont en harmonie avec ce que l'on sait et en harmonie avec ce que l'on sait faire ou ce que l'on peut acquérir à un moment donné de sa vie. Et alors moi j'ai une dernière question en plus de ces 5 questions qu'on doit se poser. C'est il y a beaucoup de gens qui font des bilans de compétences, surtout en ce moment avec cette période de Covid, etc. et où on peut utiliser notre compte professionnel de formation. Quelle est la différence entre les résultats d'un bilan de compétences et un accompagnement par un coach tel que toi? Alors déjà, ce que je propose est un bilan de compétences. Simplement, il est enrichi. Voilà, c'est un bilan de compétences plus, on va dire. Il y a quelque chose dont il faut vraiment se méfier avec les bilans de compétences, c'est le biais cognitif qui fait que souvent la personne sait ce qu'elle veut obtenir du bilan de compétences. J'ai l'exemple récent d'une personne qui est passionnée par l'événementiel, les relations, ces situations où il y a de l'intensité, où il y a de l'énergie, ou même parfois il y a du stress, mais c'est un stress qui est positif et que cette personne aimait bien. Mais elle se retrouve dans la situation où elle a un moment de sa vie où elle a un grand besoin de sécurité et à ce moment-là, elle entame un bilan de compétences. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans ce bilan de compétences, son besoin de sécurité est tellement fort et sa pression familiale aussi, parce que l'environnement dans lequel on vit a beaucoup son importance. Son environnement familial l'encourage depuis toujours à passer les concours de la fonction publique. Eh bien, quand elle commence son bilan de compétences, elle le commence avec ce biais cognitif. Et finalement, toutes les réponses qu'elle va apporter vont aller dans le sens, dans ce sens-là, si bien qu'à la fin, le bilan de compétences lui dit « Mademoiselle, vous êtes faite pour les concours de la fonction publique ». Et si je ne viens pas là, à ce moment-là, pour la questionner sur ce qui est vraiment important pour elle, eh bien, voilà, elle risque. Après, ça peut être très bien, les concours dans la fonction publique, je n'ai rien contre et il y a des gens qui sont faits pour ça.
Et heureusement, parce qu'on a vraiment besoin de la fonction publique. Simplement, on n'est pas tous faits pour ça. Et ce n'est pas juste le besoin de sécurité ou le besoin de structuration d'une organisation qui doit être pris en compte, mais tous les besoins de la personne. Et si au final, elle se rend compte que c'est bien ça dont elle a besoin en ce moment, parce que ça peut aussi correspondre à une période de la vie, eh bien ok, mais au moins vérifier que toutes les cases ont été cochées. J'ai moi-même connu ce biais dans un bilan de compétences que j'ai fait il y a une dizaine d'années, où quand je l'ai repris quelques années plus tard, je me suis rendu compte que j'avais oublié des événements qui étaient hyper importants pour moi et que si je les avais pris en compte, eh bien j'aurais peut-être pris une autre voie. Alors moi je suis très content de la voie que j'ai prise. Pour autant, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des biais qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Et ça, c'est la personne qui accompagne, qui seule peut veiller à ça. C'est pour ça qu'un accompagnement est vraiment nécessaire. Petite précision utile qui a son importance, pour se faire accompagner par un coach tel que toi, c'est également pris en charge par le compte professionnel de formation. Alors oui, parce que les bilans de compétences sont pris en charge par le compte personnel de formation, le CPF. Et donc voilà, les miens, parce que j'ai plusieurs offres à plusieurs niveaux selon finalement l'objectif de la personne au départ, sont pris en charge par le CPF, oui. Merci beaucoup Philippe.